Bonjour, merci à tous pour l'invitation. J'aurais, comme vous le voyez, pu vous parler aussi de l'étude d'APA-CKD qui est parue il y a 2 semaines au New England, mais finalement on en revient souvent et toujours à la prévention de la néphropathie aux produits de contraste. C'est un peu une histoire sans fin, mais voilà, ça vaut toujours la peine d'en discuter parce que pratiquement c'est quelque chose qui nous pose problème. Alors du point de vue de la pathogénèse, il y a des évidences comme quoi il y a une toxicité directe au niveau de la cellule tubulaire du produit de contraste et une toxicité indirecte via la viscosité, les effets hémodynamiques liés au produit de contraste. C'est quand même la cause la plus importante d'insuffisance rénale aiguë que potentiellement on peut prévenir, la néphropathie au produit de contraste. Et ce qui est frappant, c'est que son incidence varie entre 0% à 50% en fonction des définitions, en fonction du type de population incluse, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne croient pas que ça existe en fait. Les néphrologues clairement ne font pas partie de ceux-là. De façon assez historique, la néphropathie au produit de contraste a été définie comme une augmentation de la créatinine de plus de 25% ou d'une élévation de la créatinine au-delà de 44 micromoles par litre, ce qui ne correspond plus tellement aux définitions actuelles de l'insuffisance rénale aiguë. Et les derniers guidelines ont également mis en place l'augmentation de plus de 1,5 fois de la créatinine ou une élévation de plus de 26,5 micromoles par litre de créatinine dans l'application de l'insuffisance rénale aiguë suite aux produits de contraste. Alors, les facteurs de risque, ils se tiennent soit chez les patients, soit dans le type de produit de contraste qu'on utilise. Et clairement, une population à risque, c'est les patients avec insuffisance rénale chronique. Les diabétiques semblent aussi être plus à risque, même si toutes les études ne sont pas homogènes. On mentionne l'insuffisance cardiaque, on mentionne l'anémie et également l'âge des patients. Quand on regarde la fonction rénale en fonction du diabète, on voit clairement sur ce graphique que le risque de néphropathie induite au produit de contraste, que ce soit simplement l'élévation de la créatinine ou la dialyse, est clairement augmenté, surtout si vous êtes inférieur à 30 ml par minute de fonction rénale, et puis que peut-être il commence déjà à s'élever en dessous de 40 ml par minute. Et vous voyez également comment les courbes entre les diabétiques et les non-diabétiques diffèrent, avec un risque qui semble accru quand même chez les patients diabétiques dès le moment où ils ont une atteinte rénale chronique. Alors, les facteurs de risque concernant le produit de contraste, on a mentionné l'osmolarité de ces produits de contraste et maintenant, on est plutôt en train d'utiliser de façon générale des produits low osmolaires ou iso-osmolaires, même si paradoxalement, ceux qui sont mentionnés comme étant iso ont en fait une osmolarité plus basse que les low osmolaires et c'est des produits de contraste non ioniques qui sont utilisés de manière assez large. Ce qui est clair aussi, c'est que le volume de produits de contraste est important. On a une augmentation linéaire du risque de néphropathie aux produits de contraste, donc dialysés ou non dialysés, dès le moment où on reçoit plus que 100 millilitres de produits de contraste, environ une augmentation de 12%. Et puis ce qui semble aussi clair, c'est que si on regarde le ratio volume de produits de contraste et taux de filtration glomérulaire, dès le moment où on passe la barre d'un rapport supérieur à 2, typiquement si vous avez une créatinine, enfin un taux de filtration glomérulaire à 30 et que vous donnez 100 ml de contraste, vous êtes dans un ratio au-delà de 2, vous augmentez clairement votre risque de néphropathie induite au produit de contraste, donc défini simplement comme cette augmentation de créatinine de plus de 25% ici, ou alors, ce qui est plus cliniquement significatif, un risque de nécessité de la dialyse. Donc ça veut dire que ce cut-off de 2 fois taux de filtration glomérulaire en termes de volume est quand même quelque chose à garder en mémoire. Et puis, il y a des équations qui existent pour définir les populations à risque, des scores qui sont largement utilisés et qui sont parfois pas tellement mentionnés en fait, dans les études randomisées contrôlées, notamment pour l'inclusion des patients dits à haut risque. Et clairement, quand vous avez des scores, ici, le score de Meran qui est au-dessus de 5, vous avez clairement une augmentation du risque de dialyse. Alors, il n'y a pas de traitement de la néphropathie au produit de contraste, mais il y a la question éternelle de la prévention en déterminant les facteurs de risque, en essayant d'utiliser des outils prédictifs, et puis on essaye de déterminer finalement les populations qui sont à haut risque et qui bénéficieraient de ces précautions avec le type de produit de contraste dont on a parlé, minimiser le volume de produits de contraste et potentiellement administrer une hydratation intraveineuse par une solution isotonique de sel ou alors du bicarbonate de sodium. Je ne rentrerai pas ici dans le débat entre NaCl ou bicarbonate de sodium qui a priori serait équivalent.
Et il y a eu une première étude en 2017 qui est parue dans le Lancet qui remettait en question toute la nécessité en fait d'une prophylaxie par hydratation. Ici, c'était le NaCl qui était utilisé. C'était une étude de non-infériorité qui voulait inclure plus de 1200 patients, qui n'en a inclus finalement que 600, où il montrait comment finalement le fait de ne pas faire de prophylaxie par injection intraveineuse de NaCl n'était pas finalement moins bien que de faire une hydratation, donc une étude non inférieure, et que finalement, ça coûtait moins cher. Vous voyez ici comment finalement le risque de néphropathie aux produits de contraste était quand même relativement bas dans cette population, étant donné qu'on était à peu près à 2,6% d'incidence dans les deux groupes sans différence. Alors l'étude dont on m'a demandé de parler est celle-ci qui est parue dans le JAMA donc il y a quelques semaines et qui compare cette fois-ci un protocole donc open label, étude prospective, on a regardé même jusqu'à 1 an l'évolution des patients, multicentrique, qui a lieu aux Pays-Bas. Pas de blinding pour des raisons évidentes, et puis également une étude de non-infériorité où les patients ont été randomisés en pas d'hydratation versus hydratation par du bicarbonate, cette fois-ci, de 150 ml 1 heure avant. Il s'agissait de patients qui étaient pas hospitalisés et qui bénéficiaient d'un scanner injecté non urgent. Les patients, la population était stratifiée en fonction du diabète et du taux de filtration glomérulaire, ainsi que l'hôpital de provenance. Et puis une analyse de sous-groupe avait été définie pour ces populations stratifiées. L'étude de puissance prévoyait donc une puissance de 80% avec l'inclusion de 250 patients par groupe pour détecter une augmentation moyenne de différence de la créatinine allant jusqu'à 10%. Alors vous voyez ici les inclusions de l'étude, la randomisation, et vous voyez que finalement 504 patients ont été inclus, donc juste 250 pour les deux groupes, donc une puissance qui semble suffisante. Et puis l'outcome primaire était donc une augmentation relative de la créatinine dans les jours suivant l'injection de produits de contraste, donc 2 à 5 jours. Et puis dans les outcomes secondaires, on regardait la néphropathie aux produits de contraste en tant que telle, selon les définitions historiques que je vous ai mentionnées, à savoir une augmentation de la créatinine de plus de 25% et de plus que 44 micromoles par litre. Il y avait aussi évidemment les effets secondaires, à savoir la dialyse, l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale aiguë de façon plus générale selon les critères de Cadigo. Alors, les inclusions s'est faites de 2013 à 2016. L'étude est parue cette année. On incluait des populations à des adultes avec un taux de filtration glomérulaire, donc on parle ici d'insuffisance rénale chronique, mais de stade 3, donc modéré, entre 30 et 59 millilitres par minute. Et il fallait qu'ils aient un diabète en plus, ou alors 2 autres facteurs de risque, potentiellement les mettant dans une catégorie à haut risque pour la néphropathie aux produits de contraste, donc une ischémie des membres inférieurs, une insuffisance cardiaque, un âge de plus de 75 ans, une anémie, un volume de produits de contraste élevé, et puis des médicaments néphrotoxiques. Ont été exclus tous ceux qui avaient un GFR quand même en dessous de 30, les patients qui avaient eu une transplantation rénale dans les 3 années précédentes, les patients avec allergie, enceintes, instables hémodynamiquement, et ceux qui avaient déjà prévu de recevoir en fait un produit de contraste dans la semaine ultérieure et dans les jours suivant le scanner de cette fois-ci. Alors les caractéristiques de la population, vous voyez que dans l'ensemble, c'est une population relativement âgée, autour de 67-80 ans quand même dans les deux groupes, majoritairement des hommes, de nouveau les femmes un peu sous-représentées. Et puis vous voyez ici la répartition des sous-groupes de fonction rénale en fonction plus ou moins 45 millilitres par minute. Donc on voit que la stratification a fonctionné, qu'on a à peu près 50% de patients qui avaient moins de 45 et 50% au-dessus de 50, 39% de diabétiques, 15% environ de patients avec une insuffisance cardiaque, et puis dans les autres comorbidités, peut-être ischémie des membres inférieurs ou ischémie cardiaque, autour des 30%. Dans les causes de maladies rénales, il n'y avait pas de différence, c'était essentiellement des atteintes hypertensives ou diabétiques, comme ce qu'on voit assez classiquement. Et dans les médicaments concomitants potentiellement néphrotoxiques, on avait des AINS et des diurétiques, sans grande différence entre les deux groupes.
Alors, quand on regarde les caractéristiques du scanner en soi, ce qui est important, on l'a vu, c'est le produit de contraste. Et vous voyez ici qu'on est plutôt avec des volumes de produits de contraste faibles, entre 84 et 115 millilitres maximum de produits de contraste. Et puis que dans tous les cas, c'est plutôt des molécules low osmolaires, non ioniques, qui ont été utilisées en suivant les recommandations. Quand on regarde l'outcome primaire, donc je vous rappelle que c'était l'élévation de la créatinine à peu près de 10% dans les deux groupes, et vous voyez ici que finalement il y a une élévation à peu près de 3% dans les deux groupes, donc le critère de non-infériorité était rempli pour dire que finalement qu'on hydrate ou pas, l'élévation de la créatinine après l'injection du produit de contraste est relativement similaire. Quand on regarde l'outcome peut-être plus important, à savoir la néphropathie au produit de contraste selon les définitions utilisées, vous voyez que le chiffre est très bas, 2,7%, 1,5% qui avait une élévation significative de la créatinine. Et si on regarde encore comme autre critère la dialyse à 1 an, aucun patient n'avait eu de dialyse en fait suivant ce produit de contraste, ni dans l'année suivante, ni immédiatement. Ici, c'est l'analyse de sous-groupes que je vous présente, où ils ont regardé donc, pour l'âge au-dessus ou en dessous de 75 ans, en dessous de 45 et en dessus de 45, et chez les patients diabétiques ou avec risque, vous voyez qu'il n'y a aucune différence dans les sous-groupes. Donc les conclusions des auteurs, c'est que finalement, le fait de ne pas hydrater les patients est non inférieur par rapport à l'hydratation au bicarbonate de sodium, ici, chez les patients avec une insuffisance rénale chronique de stade 3, et qu'il n'y a pas de différence si on prend des groupes, des sous-groupes à haut risque. Peut-être ce qu'ils disent aussi, c'est qu'il y a quand même un faible risque de néphropathie au produit de contraste. Ce risque peut être surestimé par les cliniciens et la littérature. Ils mentionnent également une analyse de coûts qu'ils ont fait, où finalement l'hydratation c'est 129 € versus rien, évidemment. Et puis dans les limitations de leur étude, ils disent qu'évidemment, il ne faut pas généraliser au fait qu'il s'agissait ici de produits de contraste intraveineux et non intra-artériels, et qu'il s'agissait bien entendu ici d'interventions non aiguës. Ils disent en plus une remarque par rapport au fait qu'ils ont utilisé finalement ce 10% d'augmentation de créatinine comme critère primaire, mais que c'était quelque chose qui pour eux était déjà cliniquement significatif. Alors, je vais juste vous faire part peut-être de mes limitations aussi et de mes conclusions. Je remarquerai que finalement, il parle de populations à haut risque, mais qu'on a surtout des populations qui ont un taux de filtration glomérulaire au-dessus de 30. Je vous ai montré que finalement, le risque augmentait significativement de néphropathie au produit de contraste et de nécessité de dialyse quand on est en dessous de 30. Et finalement, même ceux dans le sous-groupe de 50% qui ont un GFR en dessous de 45, on ne sait pas vraiment le GFR moyen, à savoir est-ce qu'on était plutôt à une moyenne de 31 ml par minute ou de 44 ml par minute. Je mentionnerai également qu'ils ont utilisé l'équation MDRD, qu'on n'utilise plus maintenant dans nos guidelines depuis 2012 à peu près, et qu'on utilise plutôt l'équation de CKD-EPI. Pourquoi ? Parce qu'on sait clairement que MDRD sous-estime le taux de filtration glomérulaire par rapport à CKD-EPI, donc probablement que leur population de moins de 45 était quand même plus proche des 45 que s'ils avaient utilisé une équation telle que CKD-EPI. Dans les autres limitations, dans la population inclue, on ne parle pas évidemment de patients avec, il mentionne brièvement qu'il y a peut-être quelques patients ayant eu une néphrectomie, mais on ne sait pas quels sont ces patients et quel est le nombre exact de ces patients, donc on ne peut certainement pas inclure les patients à rein unique dans cette population. Il y avait finalement que 39% de diabétiques, 15% de patients avec insuffisance cardiaque. L'anémie comme facteur de risque est mentionnée, mais finalement on ne sait pas combien de patients étaient réellement anémiques avec une hémoglobine potentiellement inférieure à 12. Alors après, le caveat par rapport à la méthode, c'est d'utiliser 250 ml de bicarbonate de sodium en dose unique chez tout le monde 1 heure avant l'examen. Ça peut être discuté. Il y a des protocoles qui adaptent plutôt quand même l'hydratation au poids du patient, ce qui paraît quand même plus
patient centré. Et puis on peut faire la remarque du produit de contraste qui était finalement relativement bas dans cette étude, où en tout cas peu de patients semblent avoir eu plus que 100 millilitres de produit de contraste. Ensuite, on peut parler de leurs critères d'outcome primaire, où ce 10% d'augmentation de la créatinine n'est cliniquement pas le relevant, et du fait aussi surtout que finalement leur prévalence de produits de contraste, enfin de toxicité aux produits de contraste, était clairement très basse, avec aucun patient dialysé. Donc c'est vrai que ça ne reflète pas forcément la réalité, en tout cas intra-hospitalière, et qu'on ne peut pas appliquer ça à nos patients hospitalisés. Alors j'adapte peut-être un petit peu ce document du New England, mais qui reflète aussi un petit peu les guidelines que nous avons fait à l'intérieur des HUG, où clairement il faut déterminer les populations à risque en utilisant les scores, que pour nous le fait d'avoir moins de 30 millilitres par minute de GFR place clairement les patients à haut risque indépendamment des autres critères du diabète et des autres facteurs de risque. Et que, du coup, dans cette population-là, il faut essayer de minimiser la quantité de produits de contraste et administrer quand même une prophylaxie avec une hydratation. Pour ceux entre 30 et 45, la situation se discute au cas par cas, surtout s'ils ont un rein unique, s'ils sont transplantés et s'ils ont beaucoup d'autres facteurs de risque potentiellement pour augmenter leur risque de néphropathie aux produits de contraste. Donc voilà un peu mes commentaires et je vous remercie pour votre attention.